Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au notre webinaire aujourd'hui, organisé par le groupe de travail IBP COVID-19. Je serai votre modérateur aujourd'hui. L'équipe de travail IBP COVID-19 est une équipe organisée par l'OMS et le réseau IBP avec FHE 360 et Johns Hopkins. Nous avons lancé une série de webinaires régionaux pour parler avec nos partenaires, pour parler de comment ils ont assuré les services de planification familiale pendant la pandémie. Nous avons notre premier webinaire de la série avec nos partenaires en Asie. Je m'appelle Nandita Tate, je serai votre modérateur aujourd'hui. Je suis responsable du réseau IBP, qui est un réseau des organisations de société civile et d'autres organisations. Nous travaillons pour la distribution des directives sur la santé reproductive et la planification familiale. Nous sommes ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Prochain diaporama. Avant de commencer, quelques petites annonces. Nous avons une interprétation en français aujourd'hui. Pendant notre session aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran pour avoir accès à l'interprétation en français. Si vous voulez regarder les diapositives en français, vous pouvez trouver un lien dans la colonne chat pour regarder la version française sous forme PDF. Vous pouvez envoyer vos questions à n'importe quel moment en utilisant la boîte en bas de votre écran. Notre webinaire sera enregistré et vous pouvez le regarder sur le canal YouTube de l'OMS Média HRP. Nous avons des intervenants très intéressants aujourd'hui. Nous allons commencer avec notre collègue au bureau régional de l'OMS. Après, il y a une présentation des perspectives régionales de l'IPBF. Et enfin, deux présentations des pays, des Philippines et du Myanmar. À la fin, il y aura du temps pour les questions et les réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte en bas de votre écran. Ceci dit, je vais présenter notre premier conférencier, le Dr. Howard Sobel. Il est médecin et coordinateur responsable pour la qualité et la sûreté des interventions chirurgicales sûres et abordables pour le bureau du Pacifique occidental. Récemment, il a été déployé en RPD Lao comme chef de bureau pour la riposte à la COVID-19. Vous avez la parole, Howard. Merci. Merci beaucoup. Premier diapo. La raison pour laquelle je suis ici est parce que je travaille avec la santé maternelle et infantile et la santé reproductive. Merci. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Aujourd'hui, je vais parler de maintenir et renforcer la qualité des services de planification familiale dans la région du Pacifique occidental, enseignement de l'expérience à la COVID-19. Ça est basé sur le pays où j'ai été déployé. Donc, ce diapositive nous montre un graphique qui parle de l'utilisation et des tendances de taux de prévalence des méthodes modernes dans la région. Vous voyez que le taux avec le taux de prévalence des méthodes modernes de contraception le plus élevé est dans certains pays, et nous parlons des méthodes modernes. Je voulais commencer en présentant le contexte. Quand je parle avec des professionnels de santé dans la région, je leur demande quelle est la raison la plus importante que les personnes qui ne veulent pas tomber enceintes et qui sont actives sexuellement, pourquoi ils n'utilisent pas de contraceptifs. Il y a souvent des raisons de crainte d'effets indésirables, l'opposition. Nous avons fait une analyse de 35 pays avec des sondages démographiques.
Et la raison la plus importante à travers les pays était la crainte d'effets indésirables. La deuxième, sous-estimation du risque de grossesse. Quand vous mettez ces deux raisons ensemble, vous avez plus de la moitié des raisons pour lesquelles les femmes n'utilisent pas des contraceptifs. Prochaine diapo. Nous avons fait des évaluations à travers la région. Nous avons développé un outil qui regarde les aspects de la planification familiale du point de vue du système sanitaire. Commençons en regardant le travail qui a été effectué. À gauche, nous avons le volume total de contraceptifs dispensés. Vous voyez que 4% du total au Cambodge des contraceptifs dispensés étaient des MLT, des contraceptifs de longue durée. Après, nous voyons que cela représente plus de 61% de total de couple année de protection. Ceci devient de plus en plus important plus tard, comme je vais vous montrer quand nous regardons les programmes ou comment rendre les programmes de planification familiale plus robustes. Prochaine diapo. Dans nos études, nous avons vu dans plusieurs pays que les occasions les opportunités de conseil psychosocial sont souvent manquées. Nous avons ici le pourcentage des femmes interrogées sur leurs besoins en planification familiale le jour de leur visite au dispensaire. Nous voyons que le Cambodge a réussi plus que d'autres pays quand les femmes arrivent pour chercher les services de planification familiale, on ne les pose pas de questions. Nous savons qu'il y a moins de la moitié au Cambodge, mais il y a d'autres pays qui ont des données encore pires. Prochaine diapo. Il y a deux côtés de cela. Personne ne pose des questions aux femmes sur leurs besoins pour la planification familiale, mais quand nous regardons les services de conseil psychosocial sur la planification familiale, nous voyons qu'on ne pose pas de questions importantes. Nous avons plusieurs pays, la RPD Laos, la Mongolie, les Philippines. Moins d'un quart des femmes ont reçu des conseils sur la planification familiale. On n'a pas posé des questions par rapport à leurs préoccupations. Aucun pays est arrivé à un niveau très élevé. Il y a pas beaucoup de femmes qui reçoivent des services de conseil, mais en plus, on ne pose pas beaucoup de questions. Prochaine diapo. Dans nos évaluations, nous regardons la chaîne d'approvisionnement, nous parlons du stockage. Et ici, avec l'histogramme, nous voyons qu'il y a certains pays qui n'ont pas offert ces implants. Les choses qui devraient être disponibles partout n'existent pas dans certains pays. Nous n'avons qu'un seul pays qui a trois produits sur six qui sont disponibles. Et c'était la Chine qui a réussi. Vous ne serez pas surpris, mais les pays rapportent les perturbations dans les services pour la santé maternelle et infantile. Vous voyez que chaque pays et chaque aspect a été touché. Cela comprend la planification familiale à gauche. Prochaine diapo. Il n'y aura pas d'examen sur ces informations après. Je voulais juste vous présenter le contexte.
En RPD-Lao, il y avait un exercice robuste entre 2017 et 2019 pour améliorer l'ensemble des services de santé essentiels. Il y avait des centaines de services qui ont été identifiés. Ils ont limité tout cela à 121 services essentiels. Il a pris du temps pour identifier ces services essentiels. Il y avait une grande partie qui était de la SRMNI. Prochaine diapo. Donc, encore pas d'examen, ne vous inquiétez pas, mais je voulais vous montrer qu'en 2019, en RPD-Lao, on a établi un système d'accréditation pour les installations. Voilà les données que nous avons collectées pour ce faire. Nous avons regardé plusieurs aspects: l'utilisation, l'état de préparation, la qualité clinique. Et encore plus récemment, avec l'arrivée de la COVID-19, nous avons commencé à analyser ce que nous pourrions faire pour rendre les services de planification familiale encore robustes face à la pandémie. En premier, on a regardé l'utilisation. Vous voyez que c'est tout petit, mais à droite, je l'ai mis dans un cercle. Vous voyez que la distribution des commodités de la planification familiale. Nous avons essayé de regarder où avons-nous distribué ces services. Les hôpitaux ruraux et les hôpitaux de province seront en train d'être préparés pour être les hôpitaux de la COVID. Ce sont les hôpitaux qui auront un grand impact sur les services essentiels. Si nous avons trop de cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si il y a une plus grande vague d'infections, ce sera les hôpitaux provinciaux qui seront touchés. Après, nous avons demandé si les hôpitaux de district sont prêts à fournir des services. Nous avons regardé dans certaines provinces, Shangquan, ont-ils des professionnels formés? Ont-ils des commodités? Donc, nous avons la réponse oui pour la plupart, mais après, nous avons la réponse non. Alors, nous avons identifié les domaines où il fallait se préparer. Et enfin, nous avons regardé la qualité clinique. En termes des conseils, si les professionnels ont été formés pour offrir des services de conseil. Et nous avons trouvé qu'il y a peu d'hôpitaux qui se sont préparés pour ce faire. Prochaine diapo. Je vais ignorer les détails ici, mais je vais conclure. Nous avons une focalisation très ciblée pour préparer les hôpitaux à distribuer des CRLD. Prochaine diapo. Ici, vous voyez avec la ligne grise l'année 2020. Ils ont pris de recul par rapport aux années précédentes. Ceci est une réflexion de tous les services. Il n'y avait pas de cas avant la fin de mars. Et après, oui, il y avait une chute, même juste avant cela. Donc, même avant le confinement, avant les changements, nous savons que la ligne est en bas des autres années. Et en fait, l'écart est encore plus grand que ce qu'on voit ici sur cette graphique. En fait, en 2018, il y avait des problèmes de données. Mais nous voyons qu'il y a une réduction, mais après, une relance pour atteindre les niveaux de 2019 à la fin. Ce qui s'est passé en avril, il y avait une grande réunion au niveau national pour parler avec des conseils provinciaux. Ils ont trouvé des solutions pour aider les hôpitaux des districts de mieux performer et aussi ils ont essayé
de changer les méthodes contraceptives aux méthodes qui fonctionnent sur le long terme. Il y avait une grande relance après cette période. Nous savons que rien n'est parfait, mais nous avons fait beaucoup de progrès. Prochaine diapo, voilà mes conclusions. Je voulais présenter 5 points. En premier, même si la région du Pacifique occidental a de meilleurs résultats que d'autres régions, nous avons du travail à faire. Deuxièmement, il faut présenter un choix aux personnes. Souvent, on me dit cela, mais je vois que souvent, les CRLD ne sont pas présentés comme un choix. C'est un moyen d'offrir des services robustes pour répondre à n'importe quel événement qui nous touche, surtout des événements imprévus. En troisième, nous voyons que nous avons en général une amélioration de l'accès et de l'utilisation, mais nous avons vu aussi que l'accès et l'offre est assez variable. Quatrième point, je pense que c'est évident. La pandémie de COVID-19 est venue exacerber ces carences. Mais en même temps, comme j'ai démontré avec la RPD Lao, cela représente une occasion de rendre encore plus robustes les services de planification familiale. Et en tout dernier, et quelque chose que j'aimerais souligner ou que j'ai souligné pendant toute ma carrière dans la santé publique, la collecte, l'analyse et l'utilisation systématique des données dans le cadre d'évaluation de routine des services de planification familiale et aussi tous les services peut contribuer à informer la continuité des services et en améliorer la résilience. Comme l'illustre la RPD Lao, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci infiniment, Howard. Un excellent survol de la région et aussi une étude plus approfondie de l'expérience de la RPD Lao qui est particulièrement intéressante. Nous allons passer à notre orateur suivant. Permettez-moi de vous présenter Tomoko Fukuda, qui est le directeur régional de l'IPPF pour la région Asie de l'Est et du Sud-Est et Océanie. Tomoko, vous avez la parole. Merci de ces paroles de présentation, Nandita. Bonjour à tous, bonjour et merci de vous joindre à ce séminaire aujourd'hui. Je remercie l'IBP de m'offrir la possibilité d'expliquer maintenant l'impact de la COVID-19 sur l'IPPF pour la région Asie de l'Est, du Sud-Est et la région Océanie. J'espère que vous connaissez tous l'IPPF. Nous sommes la Fédération internationale pour la planification de parents. L'IPPF, mon groupe représente l'Asie de l'Est, du Sud-Est et l'Océanie avec 25 pays, 23 associations membres, 2 partenaires. Nous avons tout à fait au nord la Mongolie, nous avons la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, tous ces pays de l'Asie du Sud-Est. Et puis vers le Grand Sud, nous avons l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 9 pays dans la zone Pacifique qui appartiennent à notre région. Nous sommes une fédération d'associations membres à appropriation locale. Au total, nous avons un nombre considérable de partenaires qui travaillent dans 165 pays. Nous sommes donc uniques en notre genre. Nous avons une appropriation locale et toutes nos associations membres sont des ONG nationales et des organisations de la société civile au niveau national. La COVID a eu un impact considérable sur les opérations d'IPPF et de ses associations membres dans les différents un impact dans 4 domaines clés qui apparaissent sur la diapositive. Le premier, bien sûr, c'est la réduction de l'accès aux services de SSR. Nous le savons tous,
Il y a eu des confinements, des restrictions en termes de déplacement, ce qui a réduit l'accès aux services, les femmes ne pouvant pas se déplacer pour aller jusqu'au dispensaire. Et en raison de l'absence d'équipements de protection pour le personnel, certains dispensaires ont dû fermer leurs portes. Et bien sûr, il existe la crainte d'être infecté lorsque l'on se rend dans un dispensaire. Donc, les clients ont tendance à rester chez elles, ce qui a contribué à la réduction de l'accès aux services de SSR. Ensuite, il y a la réduction de la disponibilité des services de SSR, ce qui se lie au cercle jaune et violet à l'écran. Vous avez entendu parler, bien sûr, des problèmes de rupture de stock de produits, de perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale ont été perturbées, les produits ne sont pas arrivés jusqu'aux endroits où ils devaient arriver, jusqu'à leur destination finale, et nous attendons toujours certains produits qui ont été commandés en début d'année, tout simplement parce que les fabricants sont en rupture de stock. Il s'est donc agi d'un problème majeur qui a eu un impact considérable sur nos opérations. Il y a aussi une perte de main-d'œuvre qualifiée. Dans certains pays, les gouvernements ont modifié leurs efforts pour s'axer sur la COVID et la prévention des maladies contagieuses. Certaines de nos associations membres ont dû fournir un soutien au gouvernement dans leurs efforts de lutte contre la COVID. Certains sont allés travailler physiquement avec le gouvernement sur ces points, donc un changement de priorité a été enregistré. De même, si infection il y a, cela veut dire que quelqu'un ne peut pas venir travailler au dispensaire, donc moins de personnel est disponible. Et au niveau de certaines de nos associations membres dans leur dispensaire, il peut y avoir des membres du personnel qui sont à haut risque personnellement et on a donc décidé de demander à ces personnes de rester chez elles au lieu de venir travailler pendant la pandémie. Il y a eu les dispensaires sont ouverts moins d'heures, il y a plus d'espacement entre les rendez-vous, les clients doivent venir sur la base d'un rendez-vous établi, ce qui réduit le nombre de personnes qui peuvent venir et l'accès aux services. Vous, à n'en pas douter, êtes parfaitement au fait de ces impacts dans vos pays également. Donc, la COVID a vraiment eu un impact considérable sur nos opérations. Au niveau de l'IPPF, nous avons pris des mesures immédiatement, dès le mois de mars, pour commencer à appuyer nos associations membres pendant cette pandémie. Nous avons mis sur pied un groupe de travail interne avec le secrétariat également au niveau national, au niveau international, au niveau régional, pour nous assurer qu'il y avait qu'on allait continuer à assurer la fourniture continue de services essentiels. Il fallait des équipements de protection personnelle très rapidement pour que les dispensaires puissent rester ouverts. Au cours des premiers mois, c'est là-dessus que nos efforts se sont concentrés. Nous nous sommes concentrés également sur la promotion de la SDSR comme une bonne méthode permettant de maintenir l'ouverture des dispensaires, même en période de confinement. Donc, des efforts de plaidoyer pour prôner la disponibilité de la SDSR. De manière responsable, bien sûr, le quatrième pilier consistait à promouvoir la production d'éléments probants et l'apprentissage croissait lorsqu'il y a eu en particulier des perturbations aussi sérieuses que celle-ci, s'assurer que l'on pouvait repérer les besoins des MA le plus rapidement possible, assurer un lien avec le pilier 4 pour permettre ces apprentissages, ces enseignements. Nous avons organisé des webinaires sur une base hebdomadaire. Nous avons envoyé des questionnaires pour la collecte de l'information sur la situation actuelle et ce pour nous assurer que nous identifions les problèmes auxquels on se heurtait et que notre secrétariat pouvait les aider. Et l'IPPF, en tant que fédération, pouvait devenir robuste pendant la pandémie.
Je vais vous faire part aujourd'hui de certaines des conclusions tirées des sondages que nous avons réalisés auprès de nos associations membres. Nous avons organisé 3 sondages, mars, juin et l'autre très récemment en novembre. Je vais vous parler avant tout des résultats des cycles du cycle du mois de novembre. Au niveau du sondage du mois de novembre, nous nous sommes aperçus que 92% des EMA ont subi l'impact de la pandémie, c'est-à-dire pratiquement tout le monde a été affecté. Mais personne n'a été épargné, même si nous avons 9 associations membres dans la région du Pacifique où la COVID n'est pas encore arrivée. Mais étant donné la situation de confinement et les perturbations des déplacements internationaux, ils ont quand même subi un certain impact. 68% d'entre eux ont déclaré une perturbation d'ordre minime à modeste de l'ensemble de leurs opérations et 24 une perturbation sérieuse. 24% des MA ont signalé la fermeture de certains points de fourniture de services cliniques. 6 des MA ont indiqué que leur centre de fourniture de services restait fermé, mais il y en avait 9 en juin, donc c'est une amélioration. Tout comme Howard l'a indiqué, nous avons enregistré un déclin important en avril, mai et juin. Donc, le sondage de juin a révélé un déclin abrupt des services de SSR et aujourd'hui, nous observons une reprise très progressive des services. Nous n'en sommes pas cependant au plein niveau d'avant la pandémie, mais nous sommes en reprise et les chiffres sont positifs. 48% des MA ont donc signalé un déclin du nombre de clients. Sur ces 48%, il y a 12 MA. Les Myanmar, les Philippines et les îles Solomon, ces 3 associations membres ont, elles, enregistré un déclin de plus de 50% du nombre de leurs patients. Les MA dans ce groupe étaient également des pays tels que le Vietnam, la Thaïlande, Hong Kong, l'Indonésie, la Malaisie et quelques pays du Pacifique tels que les Samoa et Vanuatu. Au niveau des pays de l'Asie du Sud-Est, ceux qui n'ont pas signalé un déclin aussi abrupt du nombre de patients étaient les autres îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande, la Mongolie et le Cambodge, qui ne sont pas frappés aussi durement par la COVID que les autres pays. Les pays qui ont indiqué qu'il y avait une fluctuation limitée du nombre de patients, c'était l'Australie, le Japon et Tonga. Nous observons une relation, bien sûr, entre la sévérité de la pandémie de la COVID dans un pays donné et ses relations quant au nombre de patients qui se rendent dans les dispensaires pour obtenir des services de SSR. Nous avons également observé un ralentissement des services de SSR. Howard parlait tout à l'heure de l'importance des contraceptifs réversibles de longue durée, les dispensaires devant prendre des précautions pour la prévention de l'infection. Certains des dispensaires ont réduit leurs services pour se concentrer avant tout sur les contraceptifs oraux et les préservatifs. Donc, même ceux qui se servaient d'un dispositif intra-utérin ou d'autres, ou les implants, pour le moment, il ne leur est pas possible de venir au dispensaire. Donc, les clients sont invités à passer aux contraceptifs oraux pendant un certain temps. Ils peuvent être fournis directement sans qu'il soit nécessaire d'avoir un contact plus proche. Dans certaines associations membres, il a été possible même d'assurer une livraison à domicile de ces contraceptifs
oraux et des préservatifs. De la sorte, certains des services de SSR qui étaient fournis ont dû être réduits dans leur portée. Et puis, bien sûr, il y a eu un déclin assez abrupte de la formation face à face, de l'éducation sexuelle complète, des exercices et des efforts de plaidoyer, autant d'activités qui avaient besoin d'être faites face à face et qui ont dû être soit annulées, soit réduites. On peut en faire, bien sûr, en ligne, mais au niveau communautaire, ce n'est pas vraiment jouable. Donc, la réduction a été très importante pendant la pandémie. Malgré ces difficultés, nous nous sommes aperçus que les associations membres s'étaient vraiment adaptées très rapidement à ce que l'on a appelé la nouvelle norme, de trouver des solutions pour fournir des services de SSR pendant la pandémie. Une option consiste à recourir à la fourniture de services par la télémédecine. 11 associations membres ont lancé des services de SSR à distance. Tout, bien sûr, varie en termes de portée, de catégorie. Il peut s'agir tout simplement de l'utilisation des plateformes des médias sociaux, d'un service d'appel d'urgence par téléphone, d'applis que l'on télécharge sur les téléphones portables en utilisant euh, des sites web et autres. Donc, des efforts importants ont été faits. Il y a eu une augmentation considérable des efforts des associations membres pour saisir ces approches technologiques. Les jeunes se servaient déjà des services numériques, mais je crois que la pandémie nous a vraiment poussé à dire qu'il fallait comprendre le fonctionnement de ces opportunités numériques avec des formations en ligne, des cursus en ligne qui permettent de toucher les jeunes en termes d'éducation sexuelle et de soutien. Il y a aussi eu d'autres approches novatrices, notamment l'utilisation du service Uber. Uber étant utilisé pour la livraison porte-à-porte des produits de SSR, des contraceptifs et des tests de grossesse. On a également insisté sur les soins personnels. On avait déjà commencé, mais cette pandémie nous a poussé encore davantage dans cette direction pour envisager ce qui était possible et tenter de lancer ceci au moins à petite échelle au niveau des différentes communautés. Je viens de recevoir une question qui est: qu'est-ce que vous considérez comme les soins personnels? Les soins personnels, cela inclut des choses telles que l'auto-injection de contraceptifs. Cela, nous ne l'avons pas vraiment beaucoup lancé dans les pays, mais il s'agit d'une option et les avortements médicalisés auto-induits, c'est un service que vous pouvez réaliser par vous-même chez vous. Donc, il y a différentes options, différentes choses que vous pouvez faire par vous-même à domicile. Nous n'avons pas encore tout promu à un niveau élevé, mais cela commence et avec la pandémie et le nouveau normal, je crois qu'il y a beaucoup plus que nous puissions faire dans ce domaine. Je vous remercie. Prochaine diapo. Donc, quelques anecdotes. Aux Philippines, immédiatement, nous avons lancé ce que nous appelons votre ligne d'assistance téléphonique. C'est une ligne téléphonique où vous pouvez appeler pour recevoir des services de conseil. Ils ont créé aussi des groupes sur Facebook parce que cette plateforme existe déjà. La population connaît déjà la plateforme Facebook et il y a des moyens d'avoir des chats avec des conseillers. Très rapidement, nous avons établi un magasin en ligne et comme ça, on peut acheter des produits dans ce magasin en ligne. Après, il y avait aussi un service de livraison à domicile, comme vous voyez sur l'image.
En Indonésie, une association membre a créé un modèle hybride. Les cliniques sont restées ouvertes et ils ont aussi créé une appli. Vous pouvez avoir votre ordonnance avec cette appli et après, il y avait le service de livraison à domicile. Ils ont intégré les deux. Les deux canaux étaient ouverts aux clients pour avoir accès au service. Prochaine diapo. En région Pacifique, il y avait très peu de cas de COVID dans ces pays. Il y avait le confinement assez prolongé. Après, il y avait cette ligne d'assistance téléphonique. Ils ont créé un partenariat avec le ministre de la Condition féminine. Il y avait une fourniture de services par téléphone. Ils ont ajusté l'horaire des services cliniques pour assurer le contrôle des contaminations. Ils ont aussi utilisé les réseaux sociaux pour sensibiliser la communauté. Quelque chose qui est arrivé au Pacifique était l'arrivée des cyclones. Il y avait des effets dévastateurs au Pacifique et en même temps, il y avait l'arrivée de la COVID-19. Alors, il a fallu coordonner la réponse humanitaire pendant la pandémie de COVID-19. Il y avait les personnels qui ont été déployés avec la réponse humanitaire qui prenaient avec eux des messages sur le contrôle des infections, la prévention pour les fournisseurs de services et aussi dans la communauté. Ils ont fourni des services PFSR. C'était une expérience très intéressante pour nous. Nous avons en tiré beaucoup de leçons sur comment intégrer les différents types de services. Normalement, on peut séparer ces services, mais comme nos associations membres sont vraiment intégrées dans leur communauté, c'était assez facile pour eux de fournir ces services et ces services de réponse. Les enseignements de la COVID-19. Comprendre et renforcer la résilience des organisations sont essentiels. Bien sûr, nous sommes déjà en situation de pandémie, mais je pense que nous apprenons que cela est essentiel. Il faut travailler maintenant et il ne faut pas simplement attendre l'arrivée d'une crise. Il faut renforcer la résilience aussi vite que possible, surtout pour atténuer les chocs des crises comme cette pandémie. Il faut aussi attendre pour voir l'impact de la crise sur les comportements sexuels et les relations. Et par suite, les besoins de SDSR. On dit que peut-être il y aura beaucoup d'enfants nés après la pandémie. Nous avons eu des rapports venant du Hong Kong qui disent que le nombre de personnes, de jeunes qui ont accédé à la ligne d'assistance téléphonique et les services d'avortement ont augmenté. Nous pensons qu'il y aura une augmentation des grossesses, mais il faut toujours attendre pour mieux comprendre l'impact de la COVID sur les comportements sexuels et les relations. Pour résumer, j'ai noté 5 points, mais je vais présenter un résumé des 3 points les plus importants. Il faut parler de la prestation, la fourniture des services pendant les pandémies. J'ai parlé au début de l'importance du partenariat entre les associations locales et les ONG. Ces organisations locales travaillent depuis longtemps dans les communautés. Ils y sont intégrés. Alors, quand un événement ou une crise arrive, la réponse du gouvernement est essentielle, bien sûr, mais cela doit
être effectué de pair avec la réponse des organisations locales. En tant qu'OSC, nous sommes les groupes qui peuvent interagir avec les communautés. Nous pouvons répondre aux besoins des populations plus vulnérables ou aux populations marginalisées de la société. Nous avons vu dans les actualités comment les personnes ont été coupées du monde et ils étaient obligés de voyager, de prendre de longs chemins pour retourner chez eux. Il y avait des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont été obligées qui se retrouvaient dans la rue. Je pense que les organisations de la société civile, nous sommes les organisations qui peuvent nous adapter pour répondre plus rapidement. Nous sommes plus flexibles pour répondre aux besoins des communautés et pour entrer en contact avec des personnes qui ont vraiment besoin de notre aide. Le rôle de la société civile est essentiel dans des ripostes comme celle-là. Mon deuxième commentaire, oui, la COVID a tout changé. Ça a changé nos opérations. Nous ne pensons pas que nous allons retourner rapidement à la situation d'auparavant. Nous allons continuer pendant des années. Nous pensons que cela va devenir la nouvelle norme, comme on dit. Mais il faut s'adapter et changer au plus vite à cette nouvelle norme. Et il faut continuer à fournir des services de PF et SR. Aujourd'hui, les jours des droits de la santé reproductive sont essentiels. Cela représente un socle de l'égalité homme-femme. Si les femmes n'ont pas la capacité de prendre des décisions pour leur corps, comment peuvent-elles contribuer à l'économie et comment peuvent-elles avoir la meilleure vie possible sans les services de planification familiale et santé reproductive? Je pense que ce jour des droits humains, il faut reconnaître que les services PIFSR sont essentiels aux femmes et aux couples. Il faut être capable de fournir ces services malgré les grands défis. Il faut continuer à fournir ces services au plus vite. Comme j'ai dit plus tôt, il faut mettre la capacité de prendre de bonnes décisions entre leurs mains parce que ce sont l'éducation qui est essentielle pour nous. Je vais mettre les deux derniers points ensemble. Il faut reconnaître l'importance des données et des systèmes, mais je pense aussi qu'il faut investir dans le renforcement des capacités. Quand je parle d'investissement, je pense qu'il ne faut pas simplement investir dans des systèmes gouvernementaux, mais aussi dans le renforcement de la riposte de la société civile. Il faut renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent fournir des services aux communautés qui ont le plus besoin. Récemment, au Japon, il y avait un sondage de tous les emplois qui ont été perdus pour la plupart. Presque 80% étaient des emplois des femmes. La COVID a un impact énorme et plus fort sur les femmes. Donc, les interventions qui protègent les femmes doivent être au cœur de la riposte à la COVID de tous les gouvernements. Je m'arrête avec ce message. Merci beaucoup. Très bien, merci Tomoko. C'était une présentation qui nous a vraiment inspirés sur ce jour des droits humains. C'était très intéressant aussi d'avoir la perspective de la société civile qui joue un rôle essentiel dans la fourniture des services. Passons à notre troisième conférencier, Eunice Melgar.
Petite introduction, Eunice est un médecin et la cofondatrice et la directrice du Centre LICAN pour la santé des femmes aux Philippines. Eunice, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, Nandita. Comme vous pouvez le voir, nous travaillons sur un programme qui consiste à tenir notre promesse aux femmes, c'est-à-dire assurer la disponibilité de l'information et des services de PF dans les communautés pauvres des Philippines pendant la pandémie. Nous avons 25 ans d'âge. Nous essayons de trouver des approches différentes pour les femmes. Nous avons en particulier des efforts en termes de plaidoyer, des organisations au niveau communautaire et des dispensaires de SSR primaires. Nous avons également la gestion des maladies sexuelles transmissibles, du VIH notamment. Il y a une concentration sur les programmes de politique affectant les genres, en particulier une éducation sexuelle. Diapositive suivante. Eunice, avant que vous ne continuiez, je vous demande de vous rapprocher de votre micro et un peu plus fort. Nous avons un peu de mal à vous entendre. J'espère que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Allez-y. Je crois qu'il y a une diapositive noire juste avant celle-ci. Elle présentait le programme Shotbound qui a pris 2 semaines au début du confinement. Il nous a fallu 2 semaines pour établir que nous étions vraiment des services essentiels et être reconnus comme tels pour notamment la fourniture de services et la protection de notre personnel. La diapositive suivante. Une présentation rapide de la situation aux Philippines. Nous avons eu un pic en juillet, mais maintenant, nous enregistrons un déclin très progressif. La situation en décembre est donc plus encourageante. Mais nous continuons à avoir un nombre de cas très élevé et nous ne savons pas exactement si notre pays, notre gouvernement parviendra à maîtriser la pandémie. Une diapositive qui vous présente les obstacles structurels aux services de santé reproductive, y compris les coûts, le confinement au niveau des villages, la forte présence militaire pour la maîtrise de la pandémie, la pauvreté, les catastrophes qui empêchent les gens d'avoir accès aux services. Les forces armées sont présentes dans la rue, ce qui intimide les populations au lieu de créer un sens de solidarité. Vous voyez un petit garçon assis sur les décombres de sa maison, ce qui vous rappelle la fréquence extrême avec laquelle les Philippines subissent des catastrophes naturelles. Comment assurons-nous le maintien de nos programmes pendant la pandémie? Il y a le facteur humain qui est très important. Le premier, c'est que nous sommes basés dans les communautés. Nous avons des organisateurs de santé sur place qui détectent les problèmes au sein des communautés.
recueille les informations et relie les patients avec nous, les agences et le gouvernement pour essayer de fournir les services autant que faire se peut. La photo n'apparaît pas, mais ce qui devrait apparaître, c'est un agent de santé communautaire qui est plutôt un organisateur et un agent de santé en un. Ce sont des gens qui sont mieux formés aux services de santé primaire pour les femmes, qui assurent des services d'éducation au niveau de la communauté et peuvent également consulter et conseiller sur des questions plus délicates. Par exemple, la sexualité des adolescentes. Ici, sur la diapositive, on voit une adolescente qui reçoit les services de conseil sur les implants. Donc, c'est là le rôle des agents de santé communautaires qui procèdent aussi au dépistage, le cas échéant. Troisième élément critique de notre approche, les services d'infirmerie. Notre personnel est formé à toute la gamme des services qui doivent être fournis, outre les services de SSR dont j'ai déjà fait mention. Donc, le prestataire, le mobilisateur et l'agent travaillent ensemble, ce qui permet d'assurer la couverture des services. En avril, on a eu 3% de notre capacité normale. En septembre, maintenant, nous sommes arrivés à 70%, c'est-à-dire la capacité de 2019. Nous avons de fréquentes visites d'hommes maintenant, parce que c'est eux qui gèrent la quarantaine. Ils obtiennent les pilules contraceptives, par exemple, pour leurs épouses. Nous adaptons et maintenons nos services autant que faire se peut. La première diapositive vous montre les centres de santé reproductive. Les dispensaires fournissent des services 2 heures par jour pendant 5 jours par semaine. En septembre, nous avons eu le nombre le plus élevé de consultations concernant la contraception. C'est la première fois que nous avons vu des jeunes femmes qui sont venues demander des services de contraception d'urgence, notamment. Deuxième initiative, ce sont les discussions qui ont eu lieu avec des personnalités influentes. En août, nous avons organisé le dialogue sur la planification familiale avec de hauts responsables à l'échelle nationale qui sont les ressources au niveau national. Et puis, nous avions également des personnalités locales et nous avons essayé très activement de déterminer ce qu'il en était de l'interdiction aux jeunes de moins de 21 ans de quitter leur foyer. Ce dialogue a poussé les responsables nationaux à être plus à l'écoute des besoins des jeunes et les aider à répondre à leurs besoins en termes de santé.
Voilà, nous avons notre chatbot qui s'appelle Kai. C'est un nom, Kai, qui n'est ni masculin ni féminin, il est unisexe. Et ce chatbot répond aux questions sur les droits et la santé sexuelle et reproductive, les questions sur l'accouchement, la contraception, la violence sexuelle et sexo-spécifique et les services nécessaires. Kai a eu plus d'une centaine de conversations depuis son lancement. Quatrième mesure d'adaptation. Auparavant, c'était un de nos éléments les plus actifs d'intervention, les services de vulgarisation et de sensibilisation. En voilà un uniquement pour la planification familiale ouvert aux femmes vivant à proximité. Donc, et il y avait en présence des responsables municipaux pour fournir des services de planification familiale et essayer de répondre aux besoins. 32 femmes ont participé. Quelques-unes ont opté en faveur des implants et des dispositifs intra-utérins. Les autres ont opté en faveur de la contraception orale. Nous avons 8 mois de réflexion. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements, des efforts. Les téléconsultations, c'est un fait, parviennent mieux à atteindre les jeunes femmes. Les hommes viennent eux aussi parfois dans les dispensaires pour se procurer les méthodes. Donc, il y a un accès en ligne qui est très important et qui permet d'assurer des services plus importants. Les téléconsultations permettent de libérer les dispensaires pour les utilisatrices de la planification familiale à long terme. Et ces efforts de sensibilisation à la planification familiale sont organisés par les PCS dans les localités, ce qui permet aux collectivités locales de lutter mieux contre la COVID-19. Il y a notamment une intervention des organisations de la société civile et des ONG. Voilà où nous en sommes pour le moment. Nous assurons un suivi attentif de ces efforts, non seulement pour compléter les différents réseaux, mais pour nous assurer que la sécurité du personnel comme des patients est assurée. Les soins sont toutefois fournis et on procède à des évaluations qui nous permettent de mesurer les résultats. Voilà, je conclus ici ma présentation et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci Eunice, c'était très intéressant. Je fais attention au temps, mais nous avons encore une présentation, je pense qu'elle sera très intéressante. Donc, j'aimerais présenter notre prochain conférencier, Rika Morioka, qui travaille pour les partenaires en Myanmar de la politique et des recherches. Je m'appelle Rika Morioka. Vous m'entendez? Oui, Rika, très bien. Vous pouvez continuer. Je m'appelle Rika Morioka. Je représente les partenaires au Myanmar pour la politique et la recherche. Je travaille ici depuis 15 ans dans le domaine de la santé publique. Prochaine diapo. MPPR est un organisme enregistré localement. Nous sommes actifs depuis 2013.
Nous travaillons très étroitement avec Pathfinder International et nous avons d'autres partenaires comme FP 2020, le FNAP et d'autres agences. Ici, vous voyez une photo de notre première conférence sur les pratiques exemplaires de la planification familiale. Vous voyez dans cette image les représentants de plusieurs organisations. Prochain diapo. Aujourd'hui, j'ai 3 points essentiels. En premier, les défis ne proviennent pas de la maladie elle-même, mais des ripostes du gouvernement à la pandémie. En deuxième, les urgences et les crises comme la COVID-19 accentuent les problèmes existants. Et en troisième, nous avons souligné que la COVID-19 a créé des opportunités pour la SSRAG, tout comme les autres conférenciers ont dit, et j'aimerais présenter nos expériences. En premier, comme j'ai dit, les défis ne proviennent pas de la maladie elle-même, mais des ripostes du gouvernement à la pandémie. J'aimerais dire que je ne critique pas la réponse du gouvernement. Je sais que c'est très difficile. Il y a des lacunes entre la société et une compréhension de la COVID. Il y a ceux qui font comme rien n'y était. Il y a d'autres qui essaient d'appliquer le confinement et qui demandent aux personnes de rester chez eux. Notre gouvernement a fait ce dernier. Notre gouvernement a demandé aux personnes de rester chez eux. Par rapport à la santé, nous travaillons dans des zones rurales. Pour la santé, nous avons vu peu d'impact dans des zones rurales, mais récemment, dans des mois récents, nous avons vu plus de propagation dans des zones rurales. Donc, nous avons vu un peu plus d'impact. Nous avons vu pour la plupart l'impact dans des grandes villes. Les personnes se déplacent et les cas confirmés au pays sont entre 1000 et 1500 par jour. Donc, l'impact, il y avait peu d'impact sur la santé dans la municipalité du projet. Mais nous avons vu de vastes impacts économiques. Nous avons des magasins qui sont fermés. Il y a des transports limités pour envoyer les produits vers les grandes villes. J'ai entendu parler des personnes qui jettent les tomates à la poubelle parce qu'ils ne peuvent plus les vendre. Nous travaillons dans une zone de production du thé vert et beaucoup de fabricants ont été obligés de jeter leur thé vert à la poubelle. Alors, nous avons vu un grand impact économique. Pour la mise en œuvre du projet, les plus grands défis sont les restrictions gouvernementales. Il peut être difficile de voyager aux zones rurales. Il y a des restrictions de voyage. Il y a aussi des approbations retardées et les activités qui sont elles aussi retardées. Nous entendons souvent dans nos zones de travail que les personnes sont fatiguées ou la population a peur des annonces quotidiennes du gouvernement avec les haut-parleurs. Nous voyons plutôt une peur assez vague et pas vraiment beaucoup d'informations fiables. Quels sont les impacts sur les jeunes de la COVID-19? Comme j'ai dit, les personnes sont obligées de rester chez eux. Ils ne peuvent pas sortir pour acheter des contraceptifs.
Cela rend encore plus difficile l'accès aux contraceptifs. Les jeunes veulent cacher le fait qu'ils ne peuvent pas aller acheter ouvertement les contraceptifs. Ils pensent que s'ils vont demander quelqu'un dans la rue pour les contraceptifs, ils deviennent de plus en plus visibles. Encore une observation, nous sommes de plus en plus dépendants de l'Internet parce que nous ne pouvons pas nous rendre physiquement sur le terrain. Alors, nous parlons plutôt avec les personnes qui ont accès à Internet. Les personnes en zone rurale ont moins d'accès à Internet. Nous pensons qu'il y a entre 30 et 40 des jeunes dans des zones rurales qui n'ont pas accès à Internet ni au téléphone, ou que les jeunes partagent le téléphone avec leurs parents, même que les familles n'ont pas les fonds, les moyens pour la connexion Internet. Bon, parler de la circulation des produits pour l'APF, au début, il y avait quelques ruptures. Nous avons entendu parler des produits qui n'arrivaient pas dans les villes, mais je pense que nous avons amélioré la situation. Mais le problème n'était pas la disponibilité des produits au départ. Le vrai problème est la capacité pour les jeunes et surtout les jeunes femmes d'avoir accès à ces produits pour l'APF. Donc, mon deuxième point, les urgences et les crises accentuent et intensifient les problèmes existants. Je vais parler des obstacles auxquels nous faisons face à Myanmar. J'aimerais souligner quelque chose. L'accès à l'information et aux services est de plus en plus difficile. Ce n'est pas parce que les services ne sont pas disponibles, c'est une question d'environnement. La SSR fait face à un stigmatisme sérieux et des tabous sociaux. Dans ce contexte, la grossesse chez les adolescents augmente, surtout récemment. Il y a une réduction des déplacements physiques en général à cause de la COVID-19. Cela rend encore plus difficile cette stigmatisation parce qu'il y a toujours la surveillance. Voilà encore un exemple des femmes qui ont des difficultés à avoir accès aux contraceptifs. À gauche, vous avez une travailleuse de sexe. Beaucoup de femmes sont obligées de demander aux hommes d'acheter les méthodes contraceptives. Ce n'est pas parce qu'elles veulent le faire, mais parce qu'elles sont interdites. Donc, une femme va demander à son petit ami, à son chauffeur de taxi, à un homme d'aller acheter des contraceptifs. Voilà les conséquences. L'utilisation des contraceptifs est au-delà de leur contrôle. Elles sont aussi souvent incapables de choisir la méthode de leur choix. Et de plus, il n'y a pas d'informations précises sur l'utilisation correcte, les effets indésirables. Les femmes ne reçoivent pas ces informations directement. Voilà les conséquences de demander aux partenaires masculins d'acheter les contraceptifs. Je serai brève, mais voilà encore une question. Les personnes ne veulent pas parler de la santé sexuelle. Elles pensent qu'une femme peut toujours se marier si elle tombe enceinte.
Voilà l'attitude. C'est une attitude commune dans des zones rurales. Un résultat, vous pouvez former des enseignants plusieurs fois pour fournir une éducation sexuelle, mais les enseignants ont toujours des difficultés à utiliser ces compétences parce que l'environnement social ne les permet pas de présenter ces informations. Même si les enseignants ont été formés, ils ne veulent pas présenter ces informations aux jeunes. Les enseignants vont demander aux autres collègues d'enseigner ces sujets ou de fournir ces services parce que les enseignants sont mal à l'aise. Les conséquences de cet environnement social est que nous avons un taux élevé des avortements à risque. C'est la deuxième principale cause de mortalité maternelle. Et il est estimé que presque 250 000 femmes par an ont recours à des avortements à risque. Comme les autres conférenciers ont déjà dit, comme les jeunes ont du mal à avoir accès aux services, nous pouvons attendre qu'il y aura encore plus de morts à cause des avortements à risque. Cela peut être difficile à mesurer, mais je pense que cela sera une des conséquences importantes. J'aimerais aussi parler de ces 250 000 femmes chaque année avec une grossesse non souhaitée. Le nombre des morts à cause de la COVID est près de 2000 maintenant. À cause des difficultés d'avoir accès aux services, voilà 250 000 femmes mortes à cause des avortements à risque. Voilà la différence entre les chiffres. Voilà les morts auxquelles nous faisons face à cause du confinement et la réponse à la COVID qui cause une augmentation des morts à cause des avortements à risque. Ceci est une augmentation d'1%. Il y aura une augmentation de 10% des avortements à risque et des morts causées par des avortements à risque. Alors, cela représente 25 000 morts de plus des femmes. Et je me demande, est-ce quelque chose qui est important à garder en tête? Voilà les effets du confinement. Prochaine diapo. Vous savez qu'il y a eu une augmentation des violences sexospécifiques ou la VSS. Ce n'est peut-être pas aussi élevé que ce que nous avons attendu, mais il y a un manque de sensibilisation sur la VSS et aussi même le concept du genre. Il y a des pertes d'emploi, des difficultés économiques, l'alcoolisme, la toxicomanie. Tout cela est lié à une augmentation de la VSS. J'aimerais parler des opportunités créées par la pandémie. L'utilisation de la technologie, comme les autres conférenciers ont dit, mais j'aimerais souligner quelque chose. Bonne nouvelle, nous pouvons nous adapter. La communication et la coordination sont encore plus fréquentes qu'auparavant, mais il faut ajuster les attentes. Il faut reconnaître qui nous pouvons
touchés avec cela. Il y a des jeunes qui n'ont pas accès à Internet. Nous allons toucher certaines populations, mais il faut ajuster nos attentes. Nous faisons cela parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous faisons ce que nous pouvons sur le terrain pour toucher les personnes, mais il faut ajuster nos attentes. Nous ne pouvons pas toucher chaque personne. Les personnes pauvres, les personnes en zone rurale auront du mal à avoir accès aux services. Alors, j'encourage la continuité des services sur le terrain et de ne pas être trop dépendant des technologies. Nous intégrons la FVSS et la COVID-19 autant que faire se peut dans nos programmes. La COVID-19 nous a permis des voies d'accès, si vous voulez, pour lancer la conversation sur ce point au niveau des communautés. Il est plus facile ainsi de parler de la VSS et des dialogues sur les dynamiques de genre, les droits des femmes et puis aussi des droits des jeunes. Donc, c'est une opportunité. Nous avons également essayé d'engager les communautés dans les dialogues sur la SSRAJ, pas seulement au niveau des jeunes, mais aussi des adultes. Et c'est une opportunité que nous a donnée la pandémie de COVID-19 pour faire intervenir différents groupes. Ce qui compte, c'est que non seulement travaillons-nous avec des jeunes, mais nous travaillons aussi à une éducation des adultes qui entourent les jeunes, qu'il s'agisse de parents, des enseignants, des leaders communautaires et toutes les personnes qui peuvent avoir un impact sur les comportements. Comme vous pouvez le voir ici, nous essayons de promouvoir le développement de champions pour les dialogues sur la SSRAJ entre tous les groupes de parties prenantes, que ce soit au niveau des enseignants, des dirigeants religieux, des parents, donc de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès aux services. Donc, je résume les points dont j'ai fait mention. Les défis ne proviennent pas de la maladie elle-même, mais des ripostes du gouvernement à la pandémie. Les urgences et les crises accentuent et intensifient les problèmes existants auxquels nous essayons déjà de faire face. Les opportunités existent, mais il faut modifier nos attentes. Voilà, je conclus ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Rika, merci à tous nos intervenants et à tous nos participants d'être restés en ligne. Nous avons malheureusement dépassé les délais qui nous ont été impartis. Nous allons donc sauter la séance de questions-réponses, encore qu'un grand nombre d'entre vous bénéficieraient des réponses directes des participants. Les lignes directrices et les ressources sont disponibles sur les liens qui apparaissent en ligne. Nous avons également développé une série de questions-réponses sur la contraception disponible en français, en anglais, en portugais. Et puis, rendez-vous également sur la plateforme de l'ibpnetwork.org pour le groupe de travail du réseau IBP sur la COVID-19 qui contient des ressources pour vous aider tous. Merci à nos présentateurs, merci à nos participants, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire part de vos expériences. Merci à nos participants de rester. D'autres webinaires régionaux seront organisés en 2021 par le réseau IBP. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente soirée, de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2021. Merci.